Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Vice-président du Rassemblement national, député européen, Jordan Bardella. Avant de revenir sur l'échec de votre parti et sur votre échec, je voudrais parler évidemment de l'abstention et de la non-participation de très nombreux Français à ces élections départementales et régionales. C'est aussi un échec de toute la classe politique, Jordan Bardella. C'est un échec démocratique qui concerne l'intégralité des forces politiques, des mouvements politiques. Quand 2/3 des Français ne se déplacent pas, qui plus est 2/3 des électeurs du Rassemblement national ne se déplacent pas, c'est que ce scrutin n'a pas été suffisamment lisible. On avait 2 élections en une. Moi, j'ai beaucoup de gens autour de moi, quand on leur disait qu'on allait voter 2 fois, ils comprenaient le premier et le second tour, et pas qu'on avait 2 élections le même jour. Donc évidemment que tout cela était aussi organisé de manière dans l'amateurisme le plus total. Des milliers de gens qui ont pas reçu les professions de foi, les bulletins de vote. C'est pas le platane des gens qui qui ont tue reçu ça très tôt. Sur les bords des routes, c'est le conducteur qui entre dans le platane. Évidemment, mais la situation, évidemment, mais lorsque vous avez pas reçu votre profession de foi et que vous êtes par exemple une personne âgée qui n'avait peut-être pas d'autres moyens de vous informer, évidemment que vous en pâtissez. Sauf que ce sont les jeunes en majorité qui se sont abstenus. Et c'est vrai, un jeune sur 2 qui n'était pas au courant qu'il y avait une élection. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, quand le gouvernement nous a confirmé le report des élections à la frontière de l'été, je dirais fin du mois de juin, le gouvernement s'était engagé à faire des campagnes de communication massives pour expliquer l'enjeu du scrutin, pour sensibiliser les Français au fait qu'il y ait 2 scrutins le même jour. Il n'y a rien eu de tout ça. Il y a des matchs de foot, ça fait 10, 12, 13 millions de vues. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas des clips avant pour rappeler la date de l'élection? Il y a un jeune sur 2 qui n'était même pas au courant qu'il y avait une élection hier. Donc évidemment, est-ce la faute de l'électeur? Est-ce la faute de, je ne sais pas moi, de l'organisation de cette élection? Ou est-ce la responsabilité et des partis politiques et des hommes et femmes politiques qui sont censés tout de même présenter des programmes et nous inciter à aller voter? Je pense que c'est la faute des dirigeants qui se sont succédés à la tête de notre pays, qui ont dégoûté les gens de la politique. Qui lorsqu'ils n'ont été élus ont fait l'exact inverse, qui ont trahi des référendums et puis qui ont aussi désacralisé la fonction présidentielle. Parce que si vous voulez, quand l'image que vous vous faites des politiques, ce sont des youtubeurs qui se roulent sur le gazon à l'Élysée, des ministres qui font des karaokés dans des meetings comme Marlène Schiappa en hurlant, en chantant, quand on désacralise à ce point la fonction politique, la fonction régalienne, faut pas s'étonner que les gens méprisent la politique ou n'aient pas envie de se déplacer. Mais pourquoi n'arrivez-vous pas vous-même, votre parti, vous-même, à convaincre? Pourquoi? Nos électeurs ne se sont pas déplacés. Voilà, il y a bien des raisons. Un fait. Mais Marine Le Pen, j'ai écouté Marine Le Pen qui n'a cessé de rappeler qu'il fallait se mobiliser. Vous étiez avec elle vendredi encore, je crois, en Seine-et-Marne. Un appel à la mobilisation, mais qui n'a pas été entendu. Je veux dire aux électeurs du Rassemblement national, en restant chez vous, en ne vous déplaçant pas le jour du vote, vous n'exprimez pas une colère, vous la laissez perdurer. Alors cette élection, c'est une élection à 2 tours. Nous pouvons remporter notamment la région PACA dimanche et j'appelle l'ensemble de nos électeurs à se déplacer parce qu'on ne changera pas le quotidien des Français. On ne changera pas la politique si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir. Et pardon, mais nous n'avons aucune responsabilité dans la situation actuelle du pays. Mais je dis aux Français, on a une crise migratoire majeure, on a une crise sécuritaire majeure, il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays, une crise économique sociale à venir avec la sortie du Covid, et vous vous abstenez. Donc évidemment qu'il faut aller voter, évidemment qu'il faut se déplacer, et que la meilleure arme pour ne pas laisser les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à ses amis, c'est le bulletin de vote. Jordan Bardella, vous n'avez cessé de parler de sécurité tout au long de cette campagne. Combien avez-vous fait dans votre département, la Seine-Saint-Denis? Un peu plus de 12 ou 13. 9,12%. Je partais de la région Île-de-France. Non, mais je vous parle de la Seine-Saint-Denis, votre département. Qui est un département qui s'abstient beaucoup. 9,12%. Et vous n'avez cessé de parler de sécurité et d'insécurité. Je vais être très clair avec vous. En allant aux élections régionales en Île-de-France, je savais que ce n'est peut-être pas la région la plus facile pour le Rassemblement national. Vous pouvez au moins admettre cela. Mais enfin, lorsque on disait il y a quelques semaines que l'on pouvait être la première force d'opposition à Valérie Pécresse en région Île-de-France, tout le monde nous riait au nez. Donc nous sommes aujourd'hui, c'est vrai, la première force d'opposition à Valérie Pécresse en Île-de-France. Mais en Île-de-France comme ailleurs, les électeurs du Rassemblement national ne se sont pas déplacés. Donc moi, je les appelle à aller voter. Voilà, je leur dis, on peut râler, on peut être en colère, mais on ne peut pas rester chez soi au moment où il faut se
rendre aux urnes pour remplacer les dirigeants qui sont au pouvoir. 13,1 avec un taux de participation dérisoire. Oui, regardez par exemple, c'est vrai. Valérie Pécresse. Mais je ne vais pas me comparer. Le taux de participation dérisoire, il est le même pour tous. Des inscrits. Donc évidemment que les sortants ont été avantagés. De la même manière qu'au municipal, on a été, avec une forte abstention, avantagés aussi dans nos mairies. C'est vrai. Est-ce que s'abstenir, c'est un acte politique ? Pendant longtemps, on a dit voter pour le Rassemblement national, c'est le vote de la contestation, c'est le vote de l'opposition. Or, aujourd'hui, on voit bien que les gens qui votent pour le Rassemblement national aujourd'hui ne votent plus par contestation, ils votent par adhésion à un projet politique. Et quand le scrutin n'est pas assez clair, regardez, lorsque les gens se déplacent, nous gagnons les élections. Aux élections européennes de 2019, c'est le seul scrutin national du quinquennat. Les gens se sont déplacés à une participation historique, inédite, qu'on n'avait pas vue depuis 25 ans dans notre pays. Nous avons gagné les élections européennes. Lorsque nous sommes arrivés avec une participation dans un premier temps relative à Perpignan, avec Louis Alliot, Louis a dit on peut gagner les élections municipales, venez voter. Les Français et les habitants de Perpignan se sont déplacés. Donc lorsque l'on est en possibilité de gagner, nos électeurs se déplacent. Donc je leur dis, vous avez possibilité de faire élire Thierry Mariani à la tête de la région PACA. Ne laissez pas le candidat d'Emmanuel Macron être réélu. On ne peut pas déplorer la politique du gouvernement. On ne peut pas descendre dans les rues pour manifester dans ce grand mouvement populaire qui a été celui des Gilets jaunes. On ne peut pas exprimer une colère contre le gouvernement et ne pas aller voter le jour J. Ça n'est pas possible. Voilà, la meilleure arme en démocratie, c'est le bulletin de vote. Donc on ne peut pas râler et déplorer les conséquences des politiques des gens qui sont au pouvoir et rester chez soi le jour du vote. Est-ce que, franchement, je vais poser une question claire et directe. Jordan Bardella, est-ce que vous, responsable politique, vous et tous les autres, vous ne vous posez pas des questions sur votre légitimité? Mais est-ce que je veux dire par là sur la manière dont vous vous adressez aux Français, sur cette façon sans cesse, peut-être, je ne sais pas, de diviser, sans cesse finalement de montrer du doigt les Français, parce que qui sont les premiers responsables? Vous. Ce ne sont pas les électeurs. J'ai l'impression depuis hier que parce qu'il y a une abstention forte, on montre du doigt ceux qui se sont abstenus. Mais s'ils se sont abstenus, c'est pour de bonnes raisons. Parce que vous ne les convainquez pas. Mais vous savez, la politique, Monsieur Bourdin, c'est l'école de l'humilité. Oui. Et ce que vous dites là est une remise en question permanente. Vous remettez en question ce matin ? Mais tout le monde se remet en question. Quand faut savoir être humble. Quand on fait de la politique et qu'on a 2/3 des gens qui restent chez eux le jour du vote, bien sûr qu'on se remet en cause. Est-ce que ça vient de notre fait ? Est-ce que c'est de la faute du gouvernement ? Est-ce que c'est ce climat de tension qui, comme je l'ai entendu ce matin, Monsieur Bertrand, tout au long de cette campagne, je ne vais pas me victimiser, je n'aime pas ça, mais tout au long de cette campagne, on a été la cible d'attaques toujours plus violentes. Nos électeurs ont été la cible d'attaques extrêmement violentes, humiliantes. Quand j'entends Monsieur Bertrand, qui a été candidat en région Hauts-de-France, dire j'appelle à briser les mâchoires du Front National. Quand une ministre, Madame Grégoire, appelle à abattre l'ennemi de la République qui est Marine Le Pen. Quand Monsieur Dupond-Moretti, qui s'est pas qualifié, je veux dire, la République En Marche a fait les pires scores qu'ait fait un parti au pouvoir sous la Ve République, appelle à chasser le Rassemblement national. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça l'image qu'on renvoie de la vie politique à nos concitoyens, plutôt que de parler de pouvoir d'achat, plutôt que de parler de sécurité. Donc effectivement, quand on parle une grande partie de ce temps à répondre des attaques de nos adversaires, oui, c'est pas forcément évident. Maintenant, évidemment qu'on s'interroge, mais je dis que cette élection, c'est une élection à 2 tours, voilà, et que ce n'est pas parce que nous avons fait des scores qui sont peut-être moins importants que ceux qui étaient attendus hier que l'élection est pliée. Il y a encore un second tour, et les gens ont la possibilité de s'exprimer de nouveau dimanche dans les urnes. Est-ce qu'il y a une perte du sens civique, selon vous ? Quand on regarde la courbe, bien sûr, oui, quand on regarde la courbe d'abstention, notamment des régionales, qui ne fait que descendre depuis un certain nombre de temps, il y a ce besoin d'oxygéner la démocratie. Mais je vais vous dire, quand les gens se déplacent et ont le sentiment qu'un bulletin de vote sur 2 ne sert à rien, les gens finissent par rester chez eux. Lorsque, s'agissant du Rassemblement national, ils votent pour nous et qu'à chaque fois, on a des désistements, des fronts républicains, des gens qui appellent la gauche à voter pour la droite à voter pour la gauche, les Verts à voter pour le candidat de M. Macron. Des autres. Et c'est toujours la faute des autres. Je suis humble, mais admettez que nous n'avons jamais eu le pouvoir, Monsieur Bourdin, et qu'on est un peu, si vous voulez, les effets collatéraux. Comment est-ce qu'on gagne le pouvoir, Jordan En remportant les élections. En remportant les élections. Et partout où nous avons conquis le pouvoir. En s'alliant
Mais écoutez, vous n'allez pas nous faire ce reproche à nous, évidemment qu'il faut s'allier. Mais je veux dire, dans le cadre de ces élections régionales, on a montré un visage extrêmement ouvert du Rassemblement national. Thierry Mariani qui peut gagner la région PACA dimanche si les Français vont voter. Il n'est pas issu du Rassemblement national, il a été ministre de Nicolas Sarkozy, il a été aux Républicains pendant des années et des années, et il a fait le constat des reniements, des trahisons de ce parti. Regardez, la droite, c'est ce parti politique qui a trahi le référendum de 2005. Les Français avaient voté non à la Constitution européenne. Nicolas Sarkozy à l'époque et le Parti socialiste avaient quand même imposé le traité de Lisbonne aux Français, alors que les gens avaient émis un rejet à l'égard de la construction européenne. Donc, vous voyez, on paye des années de trahison, de renoncement de la vie politique. Mais je dis juste, nous n'avons pas été au pouvoir. Donc c'est vrai, je trouve particulièrement injuste que l'on subisse peut-être cet effet aussi d'oubli, de mépris, alors même que nous n'avons jamais eu le pouvoir et que nous portons des idées qui sont les idées d'une majorité de Français et qui sont radicalement différentes. Regardez dans nos villes. Est-ce que les résultats sont illégitimes? Parce que certains disent, avec ce taux de participation, les résultats sont illégitimes. Ils ne le sont pas aux yeux de la loi. J'entends Jean-Luc Mélenchon qui réclame même une commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles mais Monsieur Mélenchon, il est sorti de la République. Je veux dire, c'est la course à tout ce que la radicalité peut faire de pire, dans le désarmement de l'État, dans la volonté de remettre en cause les institutions. Il explique même maintenant que les terroristes à la veille d'attentats qui commettent des barbaries sur notre sol seraient payés par l'État, seraient des fonctionnaires de l'État. Donc Monsieur Mélenchon, il est sorti de la République. Mais en revanche, bien sûr qu'il faut tous qu'on s'interroge. Nous, on souhaite la proportionnelle à toutes les élections pour faire en sorte que lorsque vous votez, 10% des gens votent pour un mouvement, vous avez 10% des élus. Pour faire en sorte qu'on instaure le référendum d'initiative citoyenne. C'était l'une des revendications des Gilets jaunes. Elle n'a pas été mise en œuvre. Il est où le référendum que devait faire Emmanuel Macron? Alors c'était sur le climat, on pouvait discuter du ciel, mais il est où ce référendum? Vous auriez voté oui ou non? Non, mais c'est pas le sujet. Mais je dis juste que quand on promet un référendum, il faut aller jusqu'au bout. Quand on promet la proportionnelle comme l'a fait Emmanuel Macron, il faut aller au bout. Jordan Bardella, j'entends de nombreux commentateurs dire c'est un signe, il n'y aura pas de face à face Marine Le Pen et Emmanuel Macron à la prochaine présidentielle. Mais ça, si vous voulez, c'est le. Comment réagissez-vous? Je pense que une partie. Alors on est content de savoir que Mme Pécresse et M. Bertrand sont revenus aux Républicains. Quand les Républicains perdent, ils n'y sont plus. Et là, on voit que M. Jacob revendique les victoires au premier tour, en tout cas en Ile-de-France et en région Hauts-de-France. Je dis juste que c'est un mirage. Voilà, c'est une victoire en trompe-l'œil. Ce sont des élections de gestionnaires, comme aux élections municipales, avec une faible participation. On fait un bon score hier. Des gens qui étaient au pouvoir, les présidents de région sont sortis quasiment en tête, sauf en PACA, où Thierry Mariani est arrivé en tête, dans l'intégralité des régions, comme au municipal l'an dernier. Parce que ce sont des scrutins qui ont été, c'est vrai, totalement dépolitisés. Moi, je crois que le match de la présidentielle, que ce duel verra affronter deux choix de société en réalité. Soit d'un côté les mondialistes avec Emmanuel Macron, qui veulent accélérer les transferts de souveraineté vers Bruxelles, qui veulent la fin des frontières nationales, qui veulent le démantèlement de notre modèle de protection sociale. Et je dis ça aussi aux Français. Je veux dire, si vous donnez les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron et à ses amis dimanche, la réforme des retraites, elle arrive. La réforme de l'assurance chômage, elle arrive. Le laxisme en matière pénale, en matière d'insécurité, il va continuer. Donc, est-ce qu'on continue d'aller vers cette société-là ou est-ce qu'on décide de porter aux responsabilités des gens qui, comme nous, portent la majorité des idées du pays? Non, mais est-ce que Marine Le Pen n'est pas fragilisée? Le résultat d'hier est probablement le résultat du second tour. Je pense que ça n'a rien à voir. Parce que je pense qu'on ne peut pas en tirer des enseignements. Regardez. Mais n'êtes-vous pas devenu trop lisse? Moins contestataire. Mais écoutez, je sais qu'on va vous faire ce reproche dans votre camp, Jordan Bardella. Vous vous attendez à ça? Ça fait des années qu'on lutte contre les plus radicaux dans notre mouvement, dans notre camp. Voilà, des gens qui nous expliquent que plus la situation du pays s'aggrave, plus il faut être radical. On n'est jamais tombé dans ces dérives-là. Je pense que plus la situation du pays s'aggrave, plus le fossé se creuse entre les institutions de la République et le peuple français, plus justement nous devons apparaître comme une force modérée d'apaisement et de voie de sortie démocratique. Mais je pense pas qu'on soit modéré, soit radical. Je pense simplement qu'on porte les idées d'une majorité de Français. Il y a une majorité de Français aujourd'hui qui considèrent que le pouvoir a quitté notre pays pour terminer à Bruxelles, qui considèrent que la politique pénale est trop laxiste, qui considèrent qu'on ne soutient pas assez nos forces de l'ordre, nos forces armées, qui considèrent qu'il y a trop d'impôts dans notre pays, qui considèrent qu'il faut la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne. Mais je dis juste qu'il y a un décalage entre le petit milieu parisien, entre les commentateurs, les analystes, les sondeurs et la réalité de ce qu'est notre pays. Et c'est ce fossé-là aussi qui, je crois, nourrit l'abstention dans notre pays. Jordan Bardella, il y a une image qui a fait le tour
retour des réseaux sociaux hier. Vous êtes allé voter en Seine-Saint-Denis et vous êtes retrouvé au moment d'émarger la liste d'émargement. Vous vous êtes retrouvé face à une jeune femme qui portait un foulard. Vous avez quand même signé. Alors j'ai vu encore une fois dans votre camp des hommes et des femmes réagir en disant Bardella n'aurait pas dû signer, il aurait dû protester. Non mais vous auriez dû protester. Vous voyez, je suis contre le port du voile. Voilà, de la même manière que je suis opposé à cette politique migratoire massive qui a importé dans notre pays des cultures, des mœurs, des coutumes qui ne sont pas les nôtres. Mais jamais je ne m'attaquerai à des personnes. Voilà, donc bien sûr que j'ai signé le registre, car je suis poli et bien élevé, et que je peux être contre le voile sans vouloir m'attaquer à des personnes. Maintenant, effectivement, cette jeune femme a toute sa place dans la République. Elle a toute sa place dans la République. Laissez-moi terminer, Monsieur Bourdin. Lorsque l'on représente l'État, lorsque l'on est pour la journée au moins qu'on remplit des missions de service public, on ne devrait pas pouvoir porter un signe ostentatoire, y compris religieux, dans la tenue d'un bureau de vote. Cette jeune femme a toute sa place dans la République. Mais cette jeune femme a toute sa place en tant que citoyenne française. Mais je suis, moi, opposé au port du voile. Voilà, je considère que le port du voile, notamment pour les femmes dans notre pays, n'est plus un vêtement religieux. Ce n'est plus un vêtement culturel. C'est devenu un outil militant, voilà, de sécession de l'espace public, qui est aujourd'hui utilisé par les fondamentalistes islamistes pour diviser notre pays, diviser notre société et renvoyer une vision extrêmement rétrograde de la femme. Tous les ports de signes religieux dans l'espace public sont des signes fondamentalistes. Ah, je crois qu'ils le sont devenus. Je crois qu'ils le sont devenus. Oui, puisque vous voulez interdire extrêmement mal à l'aise avec le voile. Et lorsque effectivement quelqu'un remplit une mission de service fondamentaliste, mission de service public, et qu'on porte un voile, oui, je suis gêné. Je suis extrêmement gêné. Voilà, parce que nous sommes en France et que nous ne sommes pas en Iran. Est-ce que la kippa, ou je sais pas, le voile d'une... Je sais pas... Écoutez, pour l'instant, la kippa... Vous voyez, mon département, vous parlez de mon département, oui, la Seine-Saint-Denis... justement, je vous en parle parce qu'il y a beaucoup La kippa, les Français de confession juive, ils ne peuvent plus la porter en Seine-Saint-Denis. Bien souvent, les Français de confession juive dans notre pays, et notamment dans le 93, ils ne peuvent plus porter la kippa et ils sont obligés d'en partir parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes. Et donc, c'est vrai que nous avons cédé du terrain et qu'aujourd'hui, les radicaux ont gagné dans notre pays. Et c'est vrai que Valérie Pécresse, je le dis d'ailleurs, par le laxisme qui a été le sien, par les accointances d'un certain nombre de ses maires avec l'islamisme radical dans notre pays, a accompagné le développement du fondamentalisme islamiste. On parle souvent de l'islamo-gauchisme, on oublie bien souvent l'islamo-droitiste. Et moi, j'ai été harcelé pendant 6 ans par la majorité de Valérie Pécresse, et notamment par monsieur Béchiza, qui est sa tête de liste en Seine-Saint-Denis, qui a accordé des locaux municipaux à des associations islamistes. Il m'a fait des procès pour ça, la justice m'a donné raison. Donc vous voyez que le vote de dimanche prochain, c'est un vote qui est beaucoup plus politique que cela. Et moi, j'appelle effectivement les Franciliens à se saisir des urnes. Valérie Pécresse est à la tête de notre région depuis 6 ans. L'insécurité a explosé dans notre pays, dans notre région. Il n'y a plus un seul endroit, et je pense au transport en commun, puisque ce sont des domaines de compétences de la région où les femmes se sentent en sécurité, où elles ne regardent pas derrière elles. Et je ferai effectivement, si je suis élu président de région dimanche, de la sécurité ma priorité. Bon, il y a peu de chance, mais... ça, ce sont les électeurs qui le diront. Exactement, ce sont les électeurs qui le diront. Dites-moi, est-ce que vous appelez M. Félizia en région PACA à maintenir sa liste? Mais moi, je ne donne pas de leçons aux Français, je ne donne pas de consignes de vote aux Français, je ne les infantilise pas, je les sensibilise à l'enjeu du scrutin, et je dis en tout cas aux électeurs du Rassemblement national et aux électeurs des Républicains qui ont été bien méprisés, je trouve, par les ténors de ce mouvement politique, qui ont laissé, je dirais, cette liste se voir composée d'amis de M. Macron, parce qu'en réalité, M. Mugelli, il est le candidat d'Emmanuel Macron avant d'être le candidat de M. Jacob. J'ai vu que M. Jacob est extrêmement mal à l'aise. Or, beaucoup d'électeurs des Républicains ne veulent pas voir réélu Emmanuel Macron parce qu'ils savent qu'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron sera un quinquennat de violence, de désordre et de chaos. Eh bien, à propos de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, j'en profite pour dire que j'arbitrerai le débat du second tour, le seul d'ailleurs, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce sera jeudi matin à 8h30, 8h30, 9h30 sur RMC et BFM TV. Un mot encore, dernier mot, sur la réforme des retraites. Oui. Est-ce que vous comprendriez que le gouvernement reprenne cette réforme avant la présidentielle, avant la Écoutez, présidentielle? Ce gouvernement a passé son temps, a passé son quinquennat à mettre de l'huile sur le feu.
Voilà, et à organiser le désordre et la désunion dans notre pays. Est-ce que vous seriez pour une reprise de la réforme des retraites? Lorsque nous avons exprimé notre opposition à la réforme des retraites, non, Monsieur Bourdin, pour vous répondre. Lorsque je sais que vous reprochez souvent en politique de ne pas répondre clairement, donc je vous dis non. Mais lorsque nous avons opposé nous sommes opposés à la réforme des retraites dans cette grande contestation populaire qui s'est déroulée dans le pays il y a quelques semaines. Tout le monde nous expliquait que on était dans le faux et que la réforme de Macron était formidable. Monsieur Macron a lui-même dit que la réforme n'était pas applicable en l'état. Donc on voit bien que Monsieur Macron, ça consiste à faire travailler plus pour faire gagner moins. Et qu'évidemment que ce système à points, qui laisserait à la discrétion du ministère de l'économie et de Bercy et donc du politique le coût final de la retraite, est évidemment extrêmement dangereux. Et nous sommes attachés à une retraite qui préserve aussi un certain nombre de régimes spécifiques. Toujours parce à 60 40 annuités pleines. Et 40 annuités 60 ans, 40 annuités. C'est la volonté 60 ans. Oui, avec 40 annuités. 60 ans, ça veut rien dire. Aujourd'hui, on rentre en moyenne. Attendez, Marine Le Pen a toujours dit 60 ans, toujours. Oui, mais en France, il y a deux critères. Il y a l'âge, vous le savez, il y a l'âge et le nombre d'annuités. Je le sais. Donc, en réalité, aujourd'hui, vous rentrez en moyenne à 22 ans et demi sur le marché du travail. Donc, avec 40 annuités, vous repartirez à 42 ans et demi. D'autres rentrent plus tôt. Eh bien, pour les métiers les plus pénibles, ils pourront partir plus tôt, effectivement. Je l'assume parce qu'on n'imagine pas un militaire ou un marin-pêcheur travailler jusqu'à 65 ans, Monsieur Bourdin. Il n'y a que les gens qui sont au pouvoir, les liquidateurs d'en haut, les prédateurs d'en haut qui nous dirigent et qui font bien souvent le jeu des grandes banques, de la grande finance qui considèrent que l'on peut travailler jusqu'à 70 ans. L'espérance de vie en bonne santé, elle recule dans notre pays et c'est cela que nous devons avoir en tête. Merci, Jordan Bardella. Merci d'être venu nous voir.